Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Avant de me lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous demander si vous avez des questions spécifiques et mon objectif ici, c'est de répondre à ces questions et de les transformer en épisodes concis que vous pouvez écouter pour des réponses rapides. Alors si vous avez une question spécifique et que vous souhaitez simplement connaître la réponse à cette question, ces épisodes sont en réalité une tentative de vous donner ce dont vous avez besoin d'une manière courte et concise à travers la perspective de la parentalité respectueuse et positive. Alors je veux juste vous faire savoir que si vous avez une question à laquelle vous aimeriez que je réponde sur l'un de ces épisodes, envoyez-la à info@lerefugedesparents.com. Bon, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Quand j'ai récupéré mon fils de la crèche il y a quelques jours, il avait une grosse trace de morsure, une grosse morsure sur l'avant-bras. Et bon, c'est vrai aussi qu'il y a des fois où il frappe aussi, et ça semble très impulsif quand il est trop excité ou frustré, mais il frappe aussi quand il est en colère. Et il doit pas être le seul. Et au vu de ce que j'entends des autres parents autour de moi, on n'est pas les seuls dans ce cas, et je veux tenter de répondre à des questions comme « Est-ce que je laisse mon enfant me frapper, ou est-ce que je lui donne un coussin comme alternative ?» Et en fait, c'est une question vraiment complexe pour plusieurs raisons, et cet épisode va donc examiner chacune de ces raisons, les approfondir un peu plus et tenter de comprendre ce qu'on veut faire à propos de la question sur savoir si je dois laisser mon enfant frapper ou si je devrais laisser mon enfant frapper un oreiller. Je vois la colère comme un sentiment, et l'agressivité est ce qui se produit si la catharsis échoue. Par exemple, si on se vide pas d'une manière ou d'une autre, une agression envers une autre personne va suivre. Et ça correspond à la façon dont de nombreux chercheurs sur les émotions pensent à ce sujet. Le docteur Feldman dit que la colère, une émotion évoquée quand les objectifs d'une personne sont bloqués ou qu'une expérience est une insulte envers soi-même ou envers un autre significatif, est une approche adaptative, intense, en mouvement, qui nécessite la maîtrise de stratégies de régulation efficaces pour un bon fonctionnement. Et donc, on suppose en quelque sorte que réduire la colère va entraîner une réduction de l'agressivité, donc on s'attend à une corrélation entre ces deux choses. Et donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on comprend pas pleinement le lien entre la colère et l'agressivité. On ne sait donc pas nécessairement ce qui cause la colère. On ne sait pas toujours ce qui mène la colère à de l'agressivité. Et on ne sait pas pourquoi la colère ne se transforme pas toujours en agression. Il y a beaucoup de complexité qu'on comprend pas pleinement. Donc ça signifie que je ne peux pas nous donner de réponse sûre qui soit vraie pour tout le monde. Et en plus, la grande majorité des recherches sur ce sujet sont effectuées en laboratoire et en fait n'ont peut-être aucune... c'est difficile d'appliquer ça dans le monde réel, quoi. Deuxièmement, les différentes techniques sur comment gérer la colère fonctionnent pour différentes personnes. Certaines personnes trouvent que taper un oreiller leur est très utile. Pour d'autres, ça ne les aide pas du tout. On ne peut pas donc nécessairement appliquer une solution unique et la faire fonctionner pour tout le monde. La plupart des recherches ont étudié la thérapie cognitivo-comportementale comme traitement de la colère et de l'agressivité. Et c'est basé sur l'idée que si on change le comportement, on peut amener un patient à changer son comportement, alors le problème disparaît. Il n'y a plus de colère. Et la recherche, en fait, indique que c'est peut-être modérément efficace pour changer les comportements. On peut peut-être former les gens, les adultes en particulier, peut-être aussi les enfants, à changer la façon dont ils expriment leur colère, mais la cause du comportement est toujours là. On ne fait pas nécessairement disparaître la colère. On fait peut-être disparaître l'agression. On ne fait pas disparaître la colère. On apprend simplement à la personne que c'est pas acceptable de l'exprimer. Troisièmement, la plupart des recherches sur la colère et le processus de comment en fait gérer la colère sont menées chez les adultes
Et puis après, c'est appliqué comme si elles étaient immédiatement pertinentes pour les enfants, alors que les adultes ont un cerveau beaucoup plus développé et des types d'outils différents à leur disposition pour gérer leur colère. Je ne pense pas donc qu'il soit nécessairement juste de considérer les recherches effectuées sur les adultes comme si elles s'appliquaient automatiquement aux enfants, sans aucune modification. Donc c'est en quelque sorte intuitif, non? Les adultes ont une bien meilleure capacité d'attente. On peut différer une récompense potentielle pendant une période beaucoup plus longue. Les adultes peuvent imaginer plus de stratégies qui peuvent les aider à gérer la situation et aussi plus d'outils qu'ils peuvent utiliser. Les adultes peuvent aussi avoir pour objectif d'exprimer moins d'agressivité. Très souvent, les enfants, ils n'ont pas cet objectif. Et voilà. C'est quelque chose dont les adultes peuvent voir comment ça affecte les gens qui les entourent. Les enfants ne font peut-être pas encore cette corrélation et donc ils ne voient peut-être pas nécessairement l'effet que leur comportement a sur quelqu'un d'autre. Et donc un adulte peut avoir pour objectif de réduire son comportement agressif alors qu'un enfant peut ne pas s'être fixé cet objectif, ce qui aura un impact sur sa capacité à mettre en œuvre toutes ces stratégies. Quatrièmement, ça suppose que la colère est la chose à traiter plutôt que la raison pour laquelle l'enfant se sent en colère. C'est pour moi un point vraiment très critique. On suppose donc que le comportement difficile, c'est la chose à laquelle il faut s'attaquer, au lieu de regarder ce comportement et de réfléchir aux besoins que l'enfant essaie de satisfaire ici. Et comment on pourrait aider cet enfant à répondre à ce besoin et potentiellement répondre à nos besoins en même temps. Alors mon enfant me frappe. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il est stressé parce qu'on a dit non à quelque chose d'autre qu'il voulait faire plus tôt dans la journée. Peut-être qu'il a passé toute la journée à s'en prendre à sa sœur, ou que sa sœur s'en est pris à lui, et ça finit par rattraper tout ce retard, et tout s'aggrave d'un seul coup, et puis c'est le comportement qu'on observe. Et donc au lieu de s'attaquer au coup même, comment est-ce que je peux empêcher mon enfant de frapper ? Aborder les éléments individuels qui ont conduit à son comportement de taper. Le besoin de cet enfant n'est pas de frapper, non. Ce n'est pas nécessairement que l'enfant veuille frapper. Il s'agit de tout ce dont le besoin n'a pas été satisfait chez l'enfant avant qu'il ne veuille frapper. Et oui, l'enfant peut dire que frapper fait du bien. Frapper, c'est ce que je veux faire. Et quand je suis dérégulée, ça peut me faire du bien. Mais ça ignore le besoin non satisfait qui a conduit à ce comportement d'agressivité, de taper. Et puis finalement, la plupart des parents n'ont pas eu de modèle sur la façon de gérer la colère parce qu'avant, on n'avait pas vraiment le droit d'exprimer quoi que ce soit en tant qu'enfant. Et donc quand on exprimait notre colère, nos parents nous criaient probablement dessus ou se renfermaient ou s'éloignaient. Et maintenant, on essaie de montrer à nos enfants comment gérer la colère de manière saine et productive, sans qu'on nous ait donné l'exemple, ni que quelqu'un nous ait appris comment le faire. Je pense donc que c'est une raison très importante pour laquelle on doit d'abord travailler sur notre propre autorégulation. On doit s'assurer que on comprend ce que ça signifie et on prend nous-mêmes des mesures pour rester calme dans des environnements difficiles, pour montrer l'exemple à nos enfants. Je me sens dérégulée en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? Est-ce que je suis capable de créer une pause? Est-ce que je suis capable, à partir de cette pause, de répondre d'une manière qui correspond à mes valeurs? Quand on est capable de donner l'exemple à nos enfants, ils sont alors beaucoup plus capables de prendre ça en charge également. Et pour en revenir à la question initiale, maintenant qu'on a examiné toutes ces questions qui sont liées à la colère, parfois, on doit mettre en place des limites au comportement de notre enfant, non? Il y aura parfois des périodes où on ne sera pas en mesure de répondre aux besoins de chacun. Et si notre enfant exprime de la colère à ce moment-là, est-ce qu'on devrait permettre à notre enfant de nous frapper? Ou un oreiller? Et donc ma réponse à ça, clairement, et en se basant sur ce qu'on vient de parler, c'est que premièrement, je ne permettrai pas de frapper une personne, que ce soit moi ou la sœur ou peu importe qui. Je ne connais pas la source de l'envie de frapper. Il pourrait s'agir d'une impulsion qui n'a pas d'origine rationnelle. C'est donc possible qu'on soit pas en mesure de rationaliser tout ça. Et donc, on
on bloque avant même que la tape arrive, en fait. On peut retenir d'une main ferme le bras, la gifle qui arrive, et on dit « je ne te laisserai pas frapper, je ne te laisserai pas me frapper ». Et puis aussi un autre point, c'est pas toujours consistant cette expression d'agressivité des enfants quand ils se sentent en colère. Et donc peut-être que d'essayer de les laisser frapper un oreiller et de voir si vous remarquez une diminution des sentiments de colère et des expressions d'agressivité. Et la raison pour laquelle on fait attention et on note le progrès de nos enfants, c'est que les recherches sur cette hypothèse de catharsis, cette idée de la colère quittant le corps en frappant quelque chose, c'est assez mitigé. Donc on se soucie de la façon dont ça affecte notre enfant, de ce qui est vrai pour notre enfant, parce que peut-être que ça ne marche pas. Et la meilleure chose à faire, je pense, c'est d'essayer et de voir si ça aide notre enfant. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, leurs sentiments de colère peuvent devenir potentiellement moins intenses sur le moment, moins extrêmes. Et à ce stade, il y a différentes opportunités pour apprendre à gérer cette colère et des opportunités qui deviennent disponibles. Et on commence à voir des enfants, par exemple, décrire qu'ils font des choses comme dessiner, écrire, faire du sport ou juste faire une pause, non? Faire une pause à ce moment-là, comme j'essaye de le faire, remarquer ce qui nous entoure, utiliser le contact comme truc sensoriel, donc comme toucher la table et puis se concentrer sur cette table. Des choses comme choisir de ne pas croire en nos pensées à ce moment-là, savoir que ce n'est pas parce qu'une chose me passe par l'esprit que c'est nécessairement la vérité. Donc on cherche d'autres explications aux événements qui se passent. J'ai lu aussi que certains chercheurs ont indiqué que dire des insultes pouvait être cathartique pour les adultes et donc potentiellement aussi pour les enfants plus âgés. Mais je pense vraiment que ce qu'on veut en fin de compte, pour la grande majorité des parents, ce n'est pas nécessairement de savoir comment gérer cette colère sur le moment, mais d'où vient cette colère. Et est-ce qu'il est en colère, par exemple, parce que j'aurais pu dire oui à mon enfant un peu plus tôt, au lieu de non? Et l'enfant réagit à une situation où il a le sentiment qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait. Et existe-t-il un moyen par lequel on pourrait potentiellement les aider à répondre à ce besoin et également répondre à nos propres besoins? J'espère que cet épisode vous a été utile. Merci pour votre écoute. Le Refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.